Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, on parle de la gestion de la donnée chez Steph. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Depuis quelques semaines, on vous propose des podcasts enregistrés pendant le Summit AWS à Paris. C'était le 9 avril au Palais des Congrès. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit de fond derrière nous. Ça fait partie des joies de l'enregistrement en public depuis l'Expo Floor. Et j'en profite pour interroger et pour inviter des clients qui ont des conférences, des sessions techniques au Summit. Et un de ces clients, c'est Bruno Lefrançois. Tu es lead data engineer chez Steph, merci d'être là. Merci de nous donner un peu de ton temps pendant cette journée très occupée du Summit. Dis-moi, Steph, c'est quoi ? Alors, bonjour Sébastien, merci de m'accueillir. Alors Steph, j'aurais tendance à dire que tu connais forcément. Tu as forcément croisé nos camions sur les routes de France. Le logo est super connu. Le logo, les camions blancs avec les ronds bleus. Les plateformes à proximité des grandes villes sur toute l'Europe. On est implémenté dans 8 ou 9 pays européens maintenant. Voilà, et on continue à s'étendre. Donc, Steph, et votre métier, c'est quoi ? Alors, c'est la logistique du froid, en fait, le transport sous température contrôlée. Et, donc l'alimentaire. Voilà, donc notre slogan, c'est de connecter les acteurs de l'alimentaire, en fait. Donc vous livrez des restaurants ? Voilà, on gère la supply chain de la grande distribution, des restaurants, tout ce qui est restauration collective également. Voilà. En France et à l'international ? En France, à l'international. Et puis, donc il y a toute cette logistique. Et puis, il y a également tout le transport de denrées alimentaires pour les fournisseurs vers les entrepôts, etc. Ah ouais, donc ce qu'Amazon fait avec des biens, vous le faites avec voilà, des produits frais. Nous, on le fait avec des produits frais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes, évidemment, en matière de temps de livraison, de normes sanitaires et d'autres ? Alors, c'est une activité qui est quand même assez suivie avec des contraintes de température. Hein. On a du transport surgelé, du transport de produits frais, donc ça ne se mélange pas. On a des matières particulières, je pense au chocolat qui me vient comme ça. Ce n'est pas nécessairement frais, mais ça doit être sous du tempéré. En fait, il ne doit pas varier de température. Oui, c'est ça, il ne faut pas que ça soit au-delà de 30 degrés, il ne faut pas que ça gèle non plus. Sinon, donc, quelques contraintes, et puis des contraintes de délai aussi, hein, parce que c'est qui dit alimentaire, dit produits avec des DLC à respecter. Donc pour qu'ils aient un maximum de DLC au point de vente pour le consommateur, en fait, il faut que la chaîne de transport aille relativement vite. Alors, vous avez récemment décidé de mettre votre data et votre data lake et d'autres systèmes liés à la donnée dans le cloud et dans le cloud AWS. C'était quoi le challenge métier qui vous a poussé à faire cette migration vers le cloud ? Alors, c'est pas exactement une migration sur laquelle on est parti, mais vraiment une extension de ce qu'on fait avec la data aujourd'hui. On avait un besoin d'accélération. En fait, on faisait très très bien de l'entrepôt données, de l'analytique à J-1, mais on était dans le noir en ce qui concerne la journée en cours. Donc, on avait vraiment besoin de progresser là-dessus sur de l'alerting en quasi-temps réel pour détecter les problèmes dans des applications métiers qui sont diverses et envoyer la bonne information pour réagir en fait avant que ça ait des conséquences pour le client. Oui, si vous étiez capable de faire de l'analytique en J-1, en matière de logistique du frais, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc en fait, on est en réaction. Donc il fallait passer sur ce mode proactif et on avait des besoins métiers qui étaient exprimés depuis un moment là-dessus. Mais il fallait donner des cas concrets. Oui, tout à fait. Sur notre business unit food service, par exemple, on nous demandait vraiment une application d'alerting qui détecte des changements dans le système opérationnel, en fait, des changements de date au niveau de la prise en charge du transport. Donc, si la plateforme décide de pas travailler, enfin de pas faire partir les produits le jour qui a été convenu, ça risque de pas arriver dans les délais. Donc, il fallait que le service client puisse réagir à chaque fois pour faire corriger le process ou alors déclencher un avertissement du client ou une commande de dépannage. Enfin, mettre en place soit la correction de l'anomalie, soit soit couvrir le problème par une action de correction. Et ça aurait été difficile de faire ça on-prem ? Ouais, quand même, parce que notre système, alors on a une base transport sur de l'Oracle qui est très très chargée, et en plus des données logistiques qui ont été réparties sur 8 bases de données Oracle. Donc
le food service travaille avec des sites qui sont hébergés sur ces différentes bases. Retrouver l'information en temps réel, c'était quelque chose d'assez compliqué. Enfin, c'était surtout compliqué de le faire sans perturber les applications métiers. Donc, c'est ça, sans changer l'existant. Voilà, fallait pas. Voilà, on peut pas se permettre de ralentir en fait le transactionnel et l'opérationnel sur les bases qui portent le métier. Quelle est la solution que vous avez mis en place? Alors, on a collecté les données depuis nos bases Oracle qui sont on-premise avec un outil qui s'appelle Oracle Golden Gate. Donc oui, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ouais, tu m'as dit. En fait, pour l'anecdote, j'ai travaillé chez Oracle il y a longtemps, c'était au début du siècle. Genre 2010, quelque part par là. Et oui, c'est un outil d'Oracle qui permet de déplacer la donnée, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, cet outil il capte toutes les transactions qui passent, les insert, update, delete, qui passent sur nos applications sources, et il nous pousse des fichiers de transactions dans Amazon S3. Donc, à nous de les rejouer après, et c'est là que commence... et il travaille avec plusieurs sources de données, donc vos 8 bases de données Oracle, mais peut-être d'autres systèmes aussi. Donc, c'est un change data capture, c'est comme ça, c'est ça la catégorie? Oui, tout à fait. Donc, ce système Oracle Golden Gate, il est branché sur nos 8 bases WMS et sur notre base TMS transport, et il nous pousse, pour chaque table qu'on a identifiée, un fichier de transaction toutes les minutes. Donc, on a synchronisé à date un peu plus de 700 tables avec cet outil-là. Donc voilà, et qui nous pousse des fichiers qui ne contiennent finalement que les transactions. Et l'outil, lui, il tourne dans le cloud ou il tourne à proximité des bases de données, voire sur la même machine que la base de données? Alors, il est à proximité, il est on-premise, dans le même data center que les bases de données. Et ça, c'était un choix important, en fait, parce qu'on avait une telle activité transactionnelle, notamment sur notre base transport. On a essayé avec Amazon DMS. Oui, c'est ce que je veux dire. Il y a des outils. Il y a un outil pour. Il y a quelques années, on l'avait essayé lors de la réalisation d'un prototype qu'on a présenté au Summit 2023. Mais avec DMS, le problème, c'est qu'on prenait tous les archives logs. C'est-à-dire on avait des terras d'archives logs générés chaque jour sur cette base transport, et ça passait pas par le réseau. On avait trop de latence. En fait, on avait vraiment un goulot d'étranglement là-dessus. C'est ce qui nous a fait basculer et partir sur un outil qu'on installe on-premise. Oui, c'est ça. La solution on-premise peut se permettre de filtrer les données avant d'envoyer sur le réseau, ce qui réduit la bande passante nécessaire. On a sélectionné les tables qui nous intéressaient, et puis on n'a pas pris toutes les opérations qui nous intéressent pas. Par exemple, un rebuild d'index sur la base Oracle, ça fait bouger les logs, et ça nous générait du trafic vers le cloud. Qui n'est pas du trafic lié à de la donnée métier. C'est pas de la donnée métier, ça nous intéressait pas. Alors, ces fichiers arrivent sur S3, dans quel format? C'est du fichier Parquet, voilà, tout simplement, mais bon, avec des fichiers Parquet où j'ai plusieurs versions de la vérité. Je vais avoir une ligne qui est sur une clé primaire qui va être insérée, updatée, deletée, peut-être réinsérer, ça dépend de comment fonctionne l'application source. Et avec ça, il faut en refaire une vision intelligible, en fait, reconstruire la consistance de la donnée. Donc il y a plein de solutions pour faire ça. On fait ça? Alors on a regardé plein de choses. Il y a du Kinesis, il y a Data Firehose peut faire ça en passant par du Kafka, on peut faire ça avec du Spark. Enfin, on peut faire plein de choses, mais c'est pas ce qu'on a fait. Alors nous, on a choisi comme moteur de compute, en fait, d'utiliser le moteur Athena. Ouais, Athena, qui est ce service managé qui permet de faire des queries sur des données Parquet, Iceberg, sur S3. Voilà. Et en fait, ce qui nous a fait faire ce choix-là, c'est l'annonce courant de fin 2022, courant 2023, je ne sais plus exactement, du support d'Apache Iceberg par Athena. Et en plus des opérations d'update, delete, insert, enfin, on pouvait créer des tables, on pouvait tout faire. Si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas spécialiste de la donnée, je parle sous autocontrôle aussi, Apache Iceberg, c'est ce format de données qui permet de représenter des tables sous forme de fichiers dans S3, mais des tables modifiables. Donc on peut faire un insert, un update, un delete
contrairement aux autres fichiers, enfin aux autres formats de données ou une copie telle quelle de la table. Voilà, c'est ce qu'on appelle un format de table ouvert. Donc, il y a des Apache Iceberg, c'est celui sur lequel AWS investit le plus en ce moment et c'est celui qu'on a choisi. Il y en a d'autres, hein. Il y a Apache OD, il y a Delta Lake. Voilà. Mais on est parti sur Iceberg parce que vraiment, on sentait un vent favorable tourner vers ce format-là et notamment dans l'environnement AWS qu'on utilisait. Les données arrivent au format Iceberg sur S3 grâce à Golden Gate ou vous devez les transformer de Parquet à Iceberg? Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place tout un flux d'ingestion de la donnée qui est basé essentiellement sur des fonctions lambda et sur des QSQS, donc un truc assez simple finalement. Serverless. C'est complètement serverless et sur événement. C'est-à-dire que si Golden Gate s'arrête de pousser des fichiers, vous ne payez plus l'infrastructure, le stockage évidemment existant, mais pas de compute. Ouais, pas de compute. Donc le compute se déclenche à l'arrivée des fichiers. Donc le principe est assez simple. À chaque arrivée de fichier, on vient mettre la référence du fichier dans une QSQS. Le nom du fichier, pas la data. Oui, évidemment. Parce que ça serait trop gros. Voilà, mais toutes les autres solutions type MSK, Kafka, en fait, traitent la data. Nous, on a traité des fichiers. Puisqu'on avait déjà les fichiers ne bougent pas, ils sont sur S3. Ils sont sur S3, ils y sont déjà. Enfin, la clé. Ouais. Donc, sur ces fichiers S3 qui arrivent, on a créé une database glue. Donc un catalogue des métadonnées qui permet de les lire tout simplement. Et pour chaque fichier arrivé dans la QSQS, donc qui a été poussé par l'arrivée dans S3, on va déclencher une fonction lambda qui va faire l'ingestion en fait, qui va nous lire la database qu'on a appelée raw, la donnée brute, à partir du data catalogue qu'on a mis sur cette partie-là. Donc on lit les fichiers Parquet poussés par Golden Gate, en filtrant sur le nom du fichier en plus, donc comme ça on traite le moins de données possible. Et puis dans l'opération, on va faire un delete, insert, on peut aussi faire du merge dans certains cas. Donc on va venir mettre à jour notre table Iceberg, mais par une opération SQL, insert, update, par une opération SQL exécutée par Athena. Pourquoi SQS? Pourquoi pas direct S3 changement vers Lambda? Parce qu'un changement de fichier sur S3 ou une arrivée de fichier sur S3 peut déclencher une Lambda aussi. Ouais, mais alors on voulait vraiment pouvoir gérer, comme ça arrivait en continu, l'ordre d'arrivée des fichiers. Donc en fait, la notification, elle déclenche une première Lambda qui vient mettre l'information dans SQS et ensuite, la Lambda process, elle vient dépiler la QSQS. Au fil du temps. Oui, base de données Oracle, je crois qu'on avait parlé SAP et d'autres systèmes également. Alors, on a d'autres moyens d'intégration de données. Alors, tout ça finit dans notre lakehouse, on va dire, AWS au format Iceberg. Mais pour SAP, on a dû mettre en place un autre système. Alors c'est un peu compliqué côté SAP parce qu'on passe par du BW pour extraire les données. Donc, les données transitent par notre entrepôt de données. Et en fait, on repousse des fichiers dans S3, mais cette fois, il n'y a pas besoin de Golden Gate. On a notre ETL qui nous pousse un fichier de données S3 de façon récurrente, donc du CSV tout simplement, et puis on le traite avec le même process, à peu de choses près, pour le passer en Iceberg. Il y a beaucoup de traitements sur la donnée. Tu as parlé donc du fichier brut qui arrive sur S3, qui par une chaîne SQS lambda, déclenche une lecture par lambda et une insertion dans les fichiers Iceberg. Donc, c'est une copie de la donnée. Est-ce qu'il y a de la transformation aussi? Alors, ça ne se fait pas à cette étape-là. En fait, à cette étape-là, on a juste répliqué la donnée. Et ensuite, on a construit un composant un générateur de dataset, en fait. Il n'est pas présenté dans la session du jour, mais je vais t'en parler quand même. J'ai une exclusivité par rapport à la session. On a tout simplement, en fait, rendu paramétrable l'exécution programmée de requêtes SQL par Athena. Donc, c'est basé dans une base Dynamo et avec le paramétrage qu'on met dans Dynamo, on met la requête SQL à exécuter, donc qui peut être complexe. Des fois, on a des trucs de fou. Je vais y revenir juste après. Mais on met notre requête SQL, la database cible, pardon.
le nom de la table cible, et on va programmer un event bridge, pour un schedule event bridge, pardon, pour déclencher ça à la fréquence qu'on veut. Donc j'ai des datasets qui peuvent être complexes. Certains sont rafraîchis quotidiennement, d'autres peuvent être rafraîchis toutes les heures, et certains, dans le cas de ce qu'on a appelé le cockpit food service, pour notre alerting, sont rafraîchis toutes les 5 minutes. Au fil de l'eau, Voilà. quand les changements arrivent sur les tables à iceberg, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, alors on a deux mécaniques. On a des déclenchements sur événement, et puis on a sur planning, et puis on a des déclenchements aussi sur événement. C'est-à-dire que sur des traitements comme l'arrivée des données SAP, les données SAP arrivent toutes les heures. Donc finalement, c'est un événement qui vient déclencher. Quand l'intégration des données SAP est finie, ça déclenche la mise à jour des datasets d'alerting qui sont basés sur ces données. Et au final, les données elles vont où? On parle toujours de S3 Iceberg, ou vous utilisez Redshift ou d'autres systèmes de lakehouse? Pour l'instant, on est resté d'analytique. sur du S3, sur du Iceberg, et pour les datasets, en fait, on les met même pas tous en Iceberg. On a implémenté dans notre composant de génération de dataset la possibilité de faire de l'iceberg, c'est-à-dire que je pourrais mettre à jour un dataset un peu volumineux de façon incrémentale vers un format iceberg, mais en fait on fait le choix pour la plupart, parce que ça se génère en fait très rapidement, on les met directement dans des fichiers Parquet. Donc typiquement nos datasets d'alerting, ils ont quelques jours de données. C'est du petit dataset, heureusement quand même, qu'on n'a pas énormément d'alertes. Donc sur ce genre de cas, finalement, le format iceberg, il était un petit peu too much. Donc on a fait directement du Parquet pour supporter ces formats-là. Et qu'est-ce qui va consommer ces données de l'autre côté de la chaîne? Alors, dans ce cas d'usage-là, pour le food service, c'est une application qui est qu'on a appelée Cockpit Food Service, tout simplement. Et voilà, qui est une application. Alors, c'est fait en Angular. Je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus sur. Voilà, c'est une application web, hein, et qui vient consommer la data qu'on met à disposition. Donc, les datasets qu'on a alimentés sont exposés par des API qui sont appelés par l'application. Et comme c'était en plus des petits datasets, on a poussé un événement vers le compte AWS qui porte l'application. Donc c'est du Yen-Bridge. Hein. Et on pousse un événement, comme ça le back de l'applicatif vient actualiser son cache. Ah oui, donc il est notifié que les données ont changé. Et lui vient notifier les navigateurs qui s'actualisent automatiquement. Donc pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de bouton rafraîchir. L'intégration se fait sur événement de bout en bout. Et l'utilisateur, il est dans les bureaux ou dans les camions sur le terrain? Alors actuellement, ce sont des utilisateurs sur les bureaux. C'est le customer service. Voilà, tout le pôle service client qui gère, qui se répartit les différentes enseignes. Hein. Vous avez du Subway, KFC, Quick, toute la restauration. Beaucoup d'enseignes de la restauration chaînée, et en fait ils sont organisés par pôle, et chacun regarde en fait les données des clients concernés par son pôle, et puis il traite les alertes en continu, en pouvant dans l'application prendre en charge une alerte, créer un ticket dans le CRM si c'est nécessaire, voir avec la plateforme si, par exemple, si on a pris du retard, s'il va être rattrapé, s'il faut prévenir le client. On passe en mode proactivité. Oui, plutôt que d'avoir les données le lendemain. Voilà, plutôt que d'avoir un incident, on est... Oui, c'est ça. Ça permet aussi d'éviter que le client se plaigne en disant j'ai pas reçu ma livraison, etc. Vous pouvez être proactif vis-à-vis de vos clients. C'était une solution qui était attendue depuis bien longtemps, et il fallait qu'on fasse une montée à niveau technologique pour pouvoir y aller, quoi. Question piège, tu as une idée du volume de données, d'événements, ou est-ce que tu peux partager certains chiffres si tu les connais? Sur l'ingestion des données, transformation. Sur l'ingestion, en fait, on scanne beaucoup de données via Athena, parce qu'on remonte beaucoup de données. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais
Sur nos bases WMS, on était à 300 gigas d'archives log ingérées Wow. par jour et un petit peu plus sur 300 gigas par jour. Ouais. Ah ouais, ok. Sur le TMS, c'était de l'ordre du terrain, mais vraiment parce qu'il y a une activité transactionnelle très importante. En fait, la donnée passe son temps à être mise à jour dans notre système opérationnel. Donc, capter toutes les transactions et tous les changements, ça faisait beaucoup. Mais au final, à date, on doit être entre 1 Tera 5 et 2 Tera de données stockées dans Iceberg pour ce périmètre-là. Transport et logistique. Donc, c'est pas tant que ça finalement. Quand on met beaucoup à jour des tables Iceberg, il y a un peu de maintenance aussi. Il faut faire Ouais, on n'en a pas parlé de ça. la compaction, du vacuum, etc. Comment ça se passe? Alors, au début, quand on commence, ça se passe pas bien. quand on On découvre. doit d'abord se prendre un mur et puis voilà. après ça se passe bien. Et puis on lit, on commence par avoir des problèmes et puis on lit la doc. Et c'est là vraiment que empiler les opérations dans SQS, ça nous a bien aidé. Parce que ça permet d'agréger des opérations et faire moins de writes au final. Alors, ça, on l'a fait sur une partie de notre traitement, effectivement, on recevait des fichiers toutes les minutes et puis c'était un petit peu violent en termes de mise à jour pour Iceberg. Donc, on a ralenti un petit peu le débit en faisant du regroupement de fichiers. Donc, on regroupe par tranche de 5 minutes et c'était largement suffisant pour nos cas d'usage. Mais vraiment pour les opérations de maintenance, de toute façon, comme dans chacun des fichiers, il y a plein de modifications sur plein de lignes, ça nous génère tout un tas de petits fichiers dans Iceberg. Je sais que tu avais une question à un moment donné sur les modes de fonctionnement Iceberg, merge on read, copy on Oui, write. j'allais y venir, c'était un moyen d'arriver à ce sujet-là. Mais, c'est quoi d'abord ces deux modes de fonctionnement d'Iceberg qui sont copy on write et merge on read? C'est pour ça que je l'amène, parce que j'allais rentrer dans les trucs compliqués. Plus techniques. Et en fait, il y a deux modes. Il y a le mode simple, copy on write, c'est je réécris mes fichiers de données Iceberg. L'entièreté du fichier. Voilà, à chaque coup. Ouais, et on efface l'ancien. Ouais, voilà, les fichiers modifiés. Donc ça, c'est bien pour les petits traitements batch qui n'ont pas trop besoin d'intégration continue. Parce que on fait notre mise à jour et elle est terminée. Donc tant mieux. Mais nous, on avait besoin d'intégrer. Au départ, on était parti sur des fichiers toutes les minutes. Donc on n'avait pas le temps de tout réécrire à chaque coup. Parce que dans un fichier d'une minute, on peut avoir des transactions qui concernent des enregistrements qui sont dans des multiples fichiers dans notre table Iceberg. Parce que rien n'empêche un utilisateur d'aller modifier une donnée d'il y a 15 jours. Ça arrive régulièrement. Donc on est parti sur du merge and read. Parce que ce mode d'alimentation, en fait, produit tout un tas de petits fichiers. En fait, on ne fait qu'écrire des nouveaux fichiers. Quand on supprime un enregistrement dans un fichier existant, finalement, on ne fait qu'écrire un pointeur qui dit que l'enregistrement a été enregistré. Donc, tu t'imagines juste le nombre de petits fichiers que ça peut représenter quand on a des bases de millions d'enregistrements. Et ça, en fait, il faut passer des opérations de compactage. Et puis, une fois qu'on a compacté, il nous reste plein de petits fichiers qui ne sont plus utilisés. Et donc, il faut les effacer Il faut les effacer. Donc, et ça, c'est du code qu'il faut écrire ou il y a des systèmes qui font ça pour vous automatiquement? Alors, en partie, Athena peut le faire. C'est-à-dire que les opérations de maintenance de base, Optimize, Binpack, le regroupement des fichiers, et le vacuum pour éliminer les fichiers qui sont obsolètes, sont implémentés. Donc, on peut les lancer directement par des commandes Athena. Donc, dans notre process, ça faisait une ligne de commande en plus. Le seul problème, c'est que si on commence à lancer des vacuum ou des Optimize pendant qu'on est en train d'écrire, ça marche plus. On va casser notre table Iceberg. C'est un peu comme un garbage collector Java. Faut arrêter le process pendant qu'on fait le nettoyage. Je suis pas spécialiste Java, mais ouais, faut arrêter le process pendant qu'on fait le nettoyage. Alors le nettoyage dure pas longtemps, mais ce qu'on a fait du coup, c'est que ces opérations de maintenance, en fait, on vient les intercaler dans nos QSQS. C'est-à-dire que notre traitement de process qui traite les données, à un moment donné, il traite une opération de maintenance. Et pendant ce temps-là, il ne fait pas autre chose. Alors, bien sûr, il ne fait pas autre chose sur la table concernée. Il y a d'autres tables qui sont traitées en parallèle. Attends, parce que tu dis que les opérations, elles sont dans une QSQS, que c'est un lambda. Une fois qu'une fonction lambda a pris le message qui dit il faut nettoyer, qu'est-ce qui empêche une autre fonction lambda d'aller prendre le message suivant et de travailler en parallèle?
Alors, les fonctions lambda s'exécutent dans l'ordre. Une à la fois, donc vous avez mis une concurrency oui, de on 1. a la concurrency à 1, exactement. Okay. On en fait qu'une. Une par, comment ça s'appelle, groupe. En fait, on utilise des message groups. Des voilà. message groups, ok, Voilà. d'accord. En fait, et on gère nos tables dans des message groups différents. Donc, chaque message group nous permet de traiter. Donc, on peut avoir X occurrences de notre fonction lambda à tourner en parallèle, mais sur des tables différentes. Oui, Voilà. Si c'est des tables différentes, il n'y a pas de problème. Il fallait juste éviter qu'il y ait deux fonctions qui se déclenchent pour travailler sur la même table. Oui, tout à fait. en même temps. Et d'ailleurs, c'est pas que pour le nettoyage. D'ailleurs, si on fait un insert, un update, un Ah delete, oui, il ne faut pas que ça se fasse il faut que ça se fasse dans l'ordre et pas en même temps. en séquence, qui est acceptable pour des conditions d'analytique et de reporting et d'alerting. Ça veut dire que vous avez dû mettre en place aussi des procédures de monitoring de ce système-là, d'alerting sur le bon fonctionnement, la santé du système. On a fait plein de choses là-dessus. Alors là-dessus, on a utilisé du Manage Grafana. Alors le monitoring et le suivi notamment des exécutions des fonctions lambda, le suivi également du data scan sur Athena. On l'a mis en place, mais dès le début, quasiment. C'est un peu ce qui nous a drivé, parce que c'est ça qui générait les coûts. Donc, on a suivi ça comme l'huile sur le feu au moment où on a conçu la solution. Et du coup, on a fait un super dashboard Grafana qui nous montre en temps réel ce qui se passe et comment fonctionne notre système d'ingestion. Et à côté de ça, on a un composant qu'on avait monté à côté qui est un composant assez générique et qu'on réutilise sur tous nos projets déployés, nos projets data déployés sur AWS. C'est un composant d'alerting. En fait, on avait l'habitude d'utiliser des tickets Jira qui étaient gérés par notre ordonnanceur, généré automatiquement quand on avait un flux ETL qui plantait. Donc, ça nous a envoyé une Jira. On a fait pareil dans le cloud. Donc, on a mis des alertes CloudWatch qui déclenchent la création d'un ticket Jira via une lambda quand l'alerte se déclenche. Tu as dit que vous êtes présent dans plusieurs pays. C'est un déploiement qui est dans une région ou dans plusieurs régions? Alors, c'est dans une seule région. Ce qui simplifie un peu l'architecture. On n'est pas encore passé à une architecture multi-région. Pour le moment. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers pendant le développement de cette solution? Est-ce que vous êtes pris des murs imprévus et si oui, comment vous les avez contournés? Alors, la plus grosse difficulté au départ, ça a été de décider comment on fait. Parce que comme je te disais au début, il y a plein de solutions en fait pour intégrer de la donnée en continu. Par contre, quand on a 700 tables à intégrer, on arrive vite à des coûts prohibitifs. Donc, notre projet, certes, il va apporter des gains significatifs pour nous, pour nos clients, mais justifier des millions d'euros de facturation par an, ça aurait été compliqué. Donc, on a pris le temps de réfléchir, on a essayé différentes technos. Donc ça a été la première difficulté, parce que nous, on vient du monde de la BI traditionnelle. Donc, on découvrait les... Gros data warehouse, on-prem, voilà, donc modéliser du data warehouse et des data mart, nos problèmes, mais là, pour faire de l'événementiel dans le cloud, c'est pas la même chose. C'était nouveau. Voilà. Donc, on s'est un peu raccroché à des trucs qu'on connaissait, quand même. On va se l'avouer. Le fait d'avoir fait du SQL Athena, c'est aussi parce que c'est des choses qui nous parlaient. Et du coup, quand on a vu passer vraiment ces articles de blog là, qui montraient comment on pouvait faire, mais exactement ce qu'on voulait avec Athena, on l'a testé et puis on s'est rendu compte que niveau charge, ça tenait. Niveau coût, c'était pas déconnant. Donc on a vraiment on a poussé là-dessus. Et puis, en levant après les petits problèmes techniques, je t'avoue, on a touché les limites du service Athena en termes de nombre de requêtes exécutées en parallèle. Oui, du quota dans votre compte, vos comptes. Ouais, et puis mais là, ça allait au-delà du quota compte. C'était sur le service, la limite du service. C'était un quota qu'on n'avait pas le droit de dépasser. On nous l'a bien fait comprendre. Et par contre, c'est là qu'on a mis en place notre regroupement de fichiers toutes les 5 minutes, parce que de toute façon, ça
ça calait avec notre use case. Vous aviez déjà d'autres workloads dans le cloud, parce qu'il y a tout un aspect Ouais. gouvernance, création des comptes, les chaînes de CI/CD, la gestion de la sécurité dans le cloud, qui est un domaine à apprendre également. Ouais, on avait commencé avec des sujets un petit peu plus light de collecte de données de température, donc là c'est par du call API notamment. On a mis en place également Amazon AppFlow pour collecter les données Salesforce. Donc AppFlow, tiens, ça c'est un service on n'entend pas parler, mais qu'est-ce qu'il est... Moi non plus, en fait. moi non plus, j'en entends pas parler et ça me va bien, en fait, parce que ça marche. C'est en place, ça marche et ça tourne. Et voilà, AppFlow Collect, même process derrière. Hein. On a fait copier-coller notre traitement Change Data Capture pour les données Golden Gate. En fait, AppFlow, il nous stocke des fichiers Parquet aussi, je crois. Et on les traite de la même façon derrière. Vous aviez déjà l'habitude d'automatiser, de créer ces infrastructures par code et d'automatiser le déploiement de ces solutions? Je t'avoue, on a débuté en 2022. Hein. On s'est fait accompagner par la prototyping team AWS en 2022. On a réalisé un prototype de jumeaux numériques à cette époque-là. On était venu le présenter Au Summit, Summit ici. Ouais. Donc on avait un stand et il y avait aussi une session de présentation. Et en fait, ça a été un petit peu l'embryon de notre chaîne de traitement de données. En fait, on l'avait fait différemment à l'époque, mais avec moins de contraintes. On avait beaucoup moins de tables sources et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est clairement la prolongation de ce cas d'usage qui vient, mais présenté différemment, on va dire. Il y a une question que j'ai envie de te poser depuis longtemps, mais je la gardais pour maintenant. C'est, OK, vous êtes en prod, on est dans le bain, comme j'ai l'habitude de le dire. What's next? Et dans le What's next, j'ai cette question qui me taraude. En novembre, décembre, à reInvent 2024, AWS a annoncé S3 Tables, donc des buckets S3 spécialisés pour hoster des données Iceberg, qui gèrent notamment pour vous, à votre place, tout cet aspect de maintenance, de compaction, etc. Je suppose que c'est quelque chose que vous regardez. Alors ça, oui, on commence à regarder ça de près. Je t'ai parlé de collecte de données température et on a des sujets, des sujets à traiter cette année sur ce périmètre-là, tout simplement parce que chaque constructeur, en fait, les camions sont équipés avec des composants qui viennent de fournisseurs différents. Donc, on en collecte quelques-uns dans l'équipe data, d'autres sont connectés dans l'équipe transport. En fait, tout ça, on aimerait bien le collecter de façon unifiée et collecter une fois et mettre à disposition pour tout le groupe. Donc là, dans ce contexte-là, je pense qu'on va regarder de près S3 Table parce que la collecte de données IoT, c'est quelque chose, je pense, c'est un cas d'usage qui se prête très bien à ce type de table complètement managée. Oui, parce que vous n'avez pas à faire le management vous-même après, même s'il y a beaucoup d'insertions, parce que dans un use case IoT, il peut y avoir des centaines, des milliers d'insertions par heure. Voilà, mais il suffit de pousser nos données IoT dans un data firehose et puis qui écrit dans Iceberg et c'est fin de chantier, j'aurais tendance ici. Il suffit. Il y a qu'à. Des énormes guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres aspects futurs, des améliorations ou des use cases nouveaux qui apparaissent maintenant que la solution est en prod? On a surtout, en fait, va falloir qu'on déploie ça et qu'on multiplie justement la diffusion et la communication en interne pour qu'il y ait une vraie exploitation de ces données qui sont synchronisées dans le cloud. Plus d'applications. Voilà, on a plusieurs. On a commencé en fait à faire différentes applications. On a notre application d'IA, Steph.ai, qui viendra sans doute pas cette année, mais sans doute l'année prochaine, commencer à consommer de la data. De la data Steph. Donc tout ça, c'est des use cases qu'il faut qu'on pousse, et on a toute une explication à faire aussi en interne pour que pour qu'on arrive à décloisonner et à utiliser de l'information qui est stockée de façon optimisée dans le cloud. Là, on parle plus de sujets techniques, on parle de sujets humains, d'adoption, de faire savoir. Voilà, il y a de l'adoption également. Mais on essaye de pousser vers ça, mettre à disposition les moyens de consommer nos données, de mettre à disposition des API, etc. Est-ce qu'il y a des challenges liés à la sécurité d'accès aux données, au cloisonnement? Alors, on n'est pas dans le domaine financier,
les contraintes Non, mais réglementaires ne sont pas les mêmes, mais c'est un sujet qu'on regarde de près d'un point de vue gouvernance des données. Là. Vraiment, il faut qu'on travaille là-dessus aussi. Ça, c'est à la fois un challenge organisationnel, mais aussi un challenge technique. Parce qu'il va falloir qu'on mette ça en place. Aujourd'hui, en fait, on a poussé très fort pour mettre en place une solution technique qui permette de capter la donnée. Donc, sur nos comptes data, c'est dispo. On arrive à exposer ce qu'on veut par API. Mais maintenant, il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut pour pouvoir piloter le déploiement et la gouvernance de tout ça. Donc, il y a tout un chantier qui se lance là-dessus. Un voyage fascinant dans le monde de la donnée, dans la logistique du frais. La prochaine fois que vous allez acheter un sandwich chez Subway ou un burger chez Quick, vous le regarderez peut-être un peu différemment et vous penserez aux applications qui permettent de monitorer cette distribution grâce à Steph. Bruno, merci. Bruno Lefrançois. Je sais que dans quelques minutes, tu vas monter sur scène dans une des nombreuses sessions du Summit AWS à Paris pour parler du même sujet. Donc, bonne chance pour la session. Tu es lead data engineer chez Steph. Merci d'avoir donné un peu de ton temps avant la session et pendant la journée du podcast pour parler des projets data chez Steph. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.